Salam alaikum, bonsoir, Azul Filaoul, marhaba alaikum sur Al-Magharibia. Microscope. Ce soir, nous allons parler de la revue El Jish. Eh oui, le Jish qui revient chaque mois, donc nous y revenons chaque mois aussi. Là, donc, dans le dernier numéro de El Jish, donc on parle du 1er novembre, bien sûr, à l'occasion du 1er novembre, l'unité nationale, l'unité source de la force de l'Algérie. Voilà. C'est un peu le titre de ce dernier numéro de Al-Jish. Alors que l'Algérie célèbre cet anniversaire donc du 1er novembre, elle réside dira Al-Jish que nous sommes appelés à préserver les legs des ancêtres et à poursuivre leur voie. Pleinement conscients en cela qu'ils n'ont triomphé et atteint leur objectif qu'à travers la consolidation de leur unité, de leur cohésion, de leur solidarité, pour un seul objectif, le recouvrement de la souveraineté nationale, et de poursuivre que ce sont ces mêmes valeurs que portent aujourd'hui tous les Algériens, et qu'ils défendent. Il en est pour preuve leur mobilisation, aux dernières mobilisations, dans la participation massive à la campagne de reboisement qui a englobé l'ensemble du territoire national le 25 octobre dernier. Un événement pour la revue El Jish qui a valeur de message éminemment significatif adressé au monde entier, qui dit « Nous sommes un seul corps et un seul cœur. Notre unité cimente nos fondations et renforce notre détermination à aller de l'avant pour construire une nouvelle Algérie victorieuse, forte, prospère, et sûr. » Voilà, c'était un peu quelques extraits donc de ce dernier numéro. Nous allons revenir avec nos invités ce soir et pour en parler avec moi, Lies Djibaïdi, militant politique. Lies Djibaïdi, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir Hossein, merci pour l'invitation. Teksaha, et puis encore, je salue le Magharibia et puis votre invité ou vos invités. Merci encore pour l'invitation. Teksaha, très vite. Avec nous aussi Rafiq Bouhlal, militant politique, journaliste aussi. Rafiq Bouhlal, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne Al-Magharibia. Un chaleureux bonsoir à Lies Djibaïdi et un bonjour à la régie. Merci pour l'invitation. Merci et à Tekom Saha, merci à vous deux. Alors peut-être une première question avant de rentrer dans le fond de la question à Rafiq Lies Djibaïdi. On a commencé par Lies, yallah. Lies Djibaïdi. Alors cette revue Le Jish qui revient chaque mois, certains parlent d'ingérence dans les affaires politiques et même de la diplomatie. On parle de tout dans la revue Le Jish, hein. Des choix diplomatiques, des choix économiques, des choix politiques. On parle même de reboisement donc. Tout à fait. Moi, j'ai toujours dit il faut que ça soit aussi marqué comme de l'encre de Chine. Nous ne sommes pas contre notre armée. Ça, c'est très important parce que c'est ceux qui veulent nous faire passer contre notre armée se trompent énormément. Au contraire, notre armée, parce que l'armée, c'est l'armée du peuple. Donc, c'est l'armée, c'est celle qui sert le peuple. Mais c'est pas une armée qui est instrumentalisée ou elle sert une poignée. Donc, moi, depuis que j'ai commencé à militer, j'ai toujours respecté l'armée nationale populaire, c'est-à-dire dans l'ancêtre, l'héritière de l'armée de la LN. Ça, nous devons le respecter parce que c'est quasiment, c'est nos bijoux que nous avons hérités après l'indépendance. Mais malheureusement, notre armée, elle a été instrumentalisée par une caste qui ne pense qu'à leurs intérêts et qui n'a que le nom, en fait, finalement. Et c'est la raison pour laquelle je dis que l'armée ne doit pas s'immiscer ni sur le plan politique, ni sur le plan économique, ni sur le plan social. Si vous faites un petit tour dans tous les pays du monde, tous les pays qui ont été gérés, je vais être un peu plus soft, plus doux, pour ne pas dire dictature militaire. Tous les pays qui ont été gérés par des régimes militaires n'ont jamais abouti ni à la prospérité, ni à la démocratie, ni à la liberté. Les deux derniers pays d'Amérique du Sud, l'Argentine qui était gérée par Videla, regardez ce qui est arrivé à l'Argentine. Quasiment, c'est une faillite totale. Et maintenant, ils ont commencé à reconstruire. Concernant l'Uruguay,
aussi, c'est un grand pays, l'Uruguay d'Amérique du Sud. C'était l'armée aussi qui gérait. Mais ces deux pays ont compris qu'il faut savoir que l'armée uruguayenne, elle a restitué le pouvoir aux civils. Donc, la nôtre, elle est partout. C'est-à-dire, quand je ne dis pas l'armée, les généraux, les colonels sont partout. Dans le reboisement, dans les festivals, dans les enterrements, dans les festivités. À chaque fois, il y a une rentrée universitaire scolaire. On voit, au lieu qu'on voit 2, 3 professeurs, un proviseur, on voit une personne avec une tenue militaire. Donc, quel sens, pour quelle raison? C'est que non, nous refusons catégoriquement, en tout cas, moi, je parle en mon nom personnel en tant que citoyen algérien, je refuse cette confiscation du pouvoir. Parce que l'armée n'a pas les généraux n'ont pas le monopole de la révolution. Ceux qui ont le monopole de la révolution, c'est Chab. Ouais, est-ce qu'ils ont le pouvoir aujourd'hui, l'IS? Bien sûr, ils ont. Aujourd'hui, à la tête de l'État, c'est un civil. C'est ce que nous disons en tout cas. Non, vous savez très bien, on ne va pas refaire le cours de l'histoire. Il y a 44 millions d'Algériens. Il y a 44 d'Algériens, 80%, j'en suis sûr, et j'assume ce que je dis, ils savent que notre pays est géré par des militaires. Les décisions se prennent entre militaires. La décision stratégique se prend entre militaires. Les décisions politiques se prennent entre militaires. La carte de la diplomatie se prend entre militaires. En même temps, l'IS Jubaili, tout le monde, justement, regarde un peu grâce aux réseaux sociaux, tout le monde parle de Boualem, de Sidi Saïd, et ne parle pas de généraux. Mais les généraux, en fait, ils ont toujours agi dans l'ombre. Quoique maintenant, ils n'agissent plus dans l'ombre. Maintenant, ils font de la politique de façon ostentatoire. Avant, la politique, elle était, certes, il y avait là même des militaires, mais ça se faisait de façon discrète, ce qu'on appelle dans l'antichambre du pouvoir algérien. Mais maintenant, la politique se fait de façon ostentatoire. Regardez, tout déplacement de M. Tebboune, il est toujours accompagné par le général Chindéha. On se pose la question pourquoi. Elias, nous allons revenir à cette question juste après, justement. C'est très important, justement, ce duo. Rafik Boualem. La même à Rafik Boualem. Donc, cette revue Le Djish, donc, qui est publiée, on lui fait de la promotion aussi dans les médias publics. Vous voyez ça sur les réseaux, etc. Toutes les pages, tous les médias, les sites internet. Tout le monde parle de la revue Le Djish chaque mois. Rafik Boualem. Tout à fait normal que tous les médias parlent de la revue du Djish, vu que le directeur de la rédaction de toute la presse algérienne s'appelle le général Mabrouk Saba, un incompétent notoire qui ne maîtrise rien de la communication, qui a transformé les casernes militaires en centres de mouches électroniques, qui passent leur journée à instrumentaliser les soldats pour créer des comptes Facebook et commenter à droite et à gauche. Ceci est devenu une mascarade à tous les points de vue. Une revue militaire doit rester dans son rôle de distiller les informations qui concernent l'armée. Une revue militaire, elle doit être à un tirage et distribuée en interne. Une revue militaire n'a aucune vocation à faire de la politique, ni à encenser les réalisations fictives de leur marionnette Abdelmajid Tebboune, qui a été nommé par les généraux et qui est modelé par les généraux, qui est instruit par les généraux. Il faut que les généraux algériens comprennent. Saïd Chingriha, Mabrouk Saba, vous avez dépassé l'âge. Tout le peuple algérien sait que vous êtes des incompétents, sait que vous êtes derrière le rideau, et même derrière le rideau, vous êtes en face de la façade à diriger le pays et vous l'avez mené à la ruine. Votre revue qui fait l'éloge de réalisation et de pseudo-menaces. Vous êtes la menace. Mabrouk Saba, Saïd Chingriha et toute la caste militaire, vous êtes la menace la plus grave pour le gouvernement, pour l'Algérie et pour le peuple algérien. Par votre incompétence, par votre corruption, par votre prise du pouvoir par la force,
vous avez détruit l'Algérie et vous avez détruit 44 millions d'Algériens. Donc, vos titres que vous distillez, nous sommes, l'Algérie, elle est menacée. L'Algérie, il y a des complots extérieurs. De quel complot extérieur? Vous avez échoué sur toute la ligne, diplomatiquement, économiquement, socialement, et vous faites en sorte de faire la promotion d'une revue que personne ne lit, et vous faites en sorte d'une revue à travers la presse privée qui n'a aucune valeur, et vous pouvez passer votre temps, matin, midi et soir, à faire la promotion, vous n'allez avoir aucun impact. Le peuple algérien aime son armée, aime ses soldats parce que c'est nos enfants, nos frères et nos amis, mais par contre, vous, votre place est à la poubelle de l'histoire et vous allez y aller tôt ou tard. Restez avec nous. Je me rappelle même même en France, il y a une revue de presse, ça s'appelle Esprit Défense, voilà. C'est la revue Le Djech en France. Nous allons voir ce petit extrait. La revue insiste également sur le rôle central de l'armée nationale populaire. Le général d'armée Saïd Chingreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, affirme que l'institution militaire veille à renforcer en permanence la confiance entre le peuple et son armée, garantissant ainsi la sécurité et la continuité du respect du legs des Chouhada. La publication rappelle que cette relation constitue un modèle unique d'unité, de fraternité et de dévouement, fondement de la stabilité et de la résilience nationale. Lies Jubaidi. Alors, justement, vous parliez, Lies, tout à l'heure de la présence de Chingreha, du Haut Conseil de la sécurité. On voit même la rentrée scolaire, il y a des militaires, même dans l'inauguration d'une piscine, il y a des militaires. Partout, on voit des militaires aujourd'hui. Sur la scène publique, la scène politique en Algérie. Oui, justement, en fait, alors il faut comprendre que l'armée algérienne, là, il faut toujours insister parce qu'il faut faire aussi, il faut faire de la communication un peu pédagogique, surtout à celles et ceux qui nous écoutent. Parce que peut-être avec Al-Afir, Al-Afir et moi, on essaie de passer, il faut qu'on passe aussi que nous aimons notre armée. Ça, c'est très important. Ils viennent de le dire, Al-Afir, c'est l'armée du peuple. C'est chaque famille algérienne, elle a un frère, ou elle a un beau-père, ou elle a un père, ou bien un oncle qui est dans l'armée. C'est-à-dire qui sert la patrie. Ça, c'est très, très important. Quand on dit que l'armée est legs, non, je suis désolé, l'armée, elle appartient au peuple. C'est le peuple. Elle n'appartient pas aux généraux. Un général, dans un pays démocratique, dans un état de droit, c'est un haut fonctionnaire. Un haut fonctionnaire, il est nommé par décret, après il quitte. Chez nous, l'armée, en fait, elle s'est installée de façon durable. Elle est devenue visible sous l'ère de Bouteboune. C'est la première fois qu'on voit que l'armée, elle est visible sous Bouteboune. Sous Bouteflika, elle était moins visible, mais l'armée a négocié avec Bouteflika pour garder ce qu'on appelle l'autonomie financière par rapport au pouvoir central. Voilà, donc l'armée, les généraux, pourquoi ils veulent garder la main, non seulement le pouvoir et sur le pouvoir, la décision politique et économique, pour accéder à l'autonomie financière vis-à-vis de la décision et du pouvoir politique en Algérie. Donc ils ont la main sur tout, c'est-à-dire tout ce que c'est décide, c'est l'armée qui décide réellement. C'est-à-dire même la diplomatie interne de l'Algérie, elle est dictée par les clans, elle est dictée par les clans militaires en Algérie. On ne sait même pas il y a combien de clans. Vous pouvez avoir un clan pro-soviétique, un clan progressiste pro-français qui veut un peu plus d'ouverture, mais en tout cas, tous ces clans sont d'accord sur un point. Là, il faut le dire, sur un seul point, c'est l'autonomie financière de ces généraux. C'est-à-dire, ils ne veulent pas perdre la main sur la rente, en fait. Tout le monde le sait. Ouais, tout le monde le sait. Que ce soit les Algériens, que ce soit nous, les compatriotes, que ce soit à l'étranger, que ce soit même la CIA, même il y a des documents qui sont déclassifiés, ils savent très bien que c'est l'armée qui décide. C'est elle qui nomme,
c'est elle qui fait, c'est elle qui défait. Vous voyez, elle est devenue ostentatoire partout, à l'université, lors des rentrées scolaires, lors des rentrées sociales. Nous voyons toujours soit le général Chingriha qui accompagne Tebboune, parce que peut-être, je ne sais pas, est-ce que c'est un duo qui s'est constitué contre vents et marées? Est-ce que l'armée ne fait pas confiance à Tebboune? Donc à chaque fois, vous avez un Chingriha qui tout le temps, qui l'accompagne tout le temps. Est-ce que qui décide de quoi? Quels sont ces clans? En tout cas, c'est eux, le peuple. C'est pas notre problème. Ce que nous savons, c'est eux qui ont la main sur les décisions politiques et sur tous les leviers économiques de l'Algérie. Vous savez très bien, il y a 15 ans, 10 ans, il y avait un général spécialiste du sucre, l'autre de la farine, l'autre de la semoule, l'autre qui contrôle les porcs, l'autre qui contrôle l'importation de l'insuline, l'autre ceci. C'est ça l'armée, en fait. C'est ça les officiers. C'est ça, il faut dire les vérités. Peut-être, moi, je ne vais pas mettre tous dans la même besace. Il y a des généraux. Est-ce que ce n'est pas une manière est-ce que c'est une manière de dédouaner un peu Abdelmajid Tebboune quand vous dites ça, Alias? Il est responsable, lui aussi, non? Absolument, il est responsable. À partir du moment où il a accepté le poste, il est responsable. Il porte toute la responsabilité parce qu'il est le président. Bon, forcément, est-ce qu'il a pris le poste par convenance ou est-ce qu'il n'avait pas le choix de prendre le poste? Je ne suis pas la mère Teresa, moi je ne peux pas savoir. En tout cas, quand je dis les décideurs, les vrais, son al-Qara, c'est l'armée. Lui, maintenant, vous avez aussi M. Tebboune, en tant que président de l'Algérie, aussi, il participe. Forcément, il est appuyé par un clan ou deux clans. En tout cas, il est appuyé par les militaires. Et par conséquent, on n'est pas là pour le dédouaner. Il est responsable. Tout ce comité militaire accompagné du chef de l'État. Mais c'est quoi le pouvoir en Algérie? Hossim, on doit le savoir. Il est partagé entre la partie civile, Tebboune et un conseiller ou deux conseillers. Et vous avez les généraux. Et le DRA, c'est-à-dire les services secrets. C'est ça le pouvoir en Algérie. Oui, là c'est le pouvoir officiellement en Algérie. Le président a des prérogatives d'un empereur, tout le monde le sait, surtout la dernière constitution. Nous allons regarder un autre extrait et je reviens. Revue souligne l'importance de transmettre ces valeurs aux générations actuelles et futures. Solidarité, fidélité à l'histoire et respect des sacrifices des chouhadas sont présentés comme le socle de la grandeur de l'Algérie. Chaque mobilisation citoyenne, chaque effort pour protéger le pays ou développer ses capacités s'inscrit dans la continuité de cet héritage. La revue affirme que l'unité du peuple algérien, son lien avec l'armée et la mémoire des martyrs ne sont pas seulement symboliques. Ils représentent le véritable moteur de la résilience nationale. Grâce à cet héritage, l'Algérie demeure libre, forte et fière. Alors ce lien qui entre le peuple et son armée, pourquoi on a besoin de le rappeler chaque mois, Rafiq Abouhel? Parce que c'est un mode de gouvernance, à savoir la rente mémorielle. Ils utilisent la rente mémorielle à l'intérieur du pays et ils utilisent la rente mémorielle à l'extérieur du pays. Vu qu'ils sont incompétents économiquement, incompétents diplomatiquement, incompétents dans tous les domaines, ils n'arrivent pas à produire de la richesse. C'est l'armée. L'armée, par définition... Mais Rafiq Abouhel, pour rester un peu dans ce segment, ils savent très bien que tous les Algériens aiment leur armée. C'est pas le problème. Liès, d'ailleurs, l'a très bien souligné. C'est qu'il y a des Algériens qui ont un problème avec la gestion, avec la gérance, etc., mais pas avec son armée. Moi, j'aime l'armée algérienne, j'aime les soldats algériens, mais j'ai un profond dégoût pour Chingriha, pour Djabbar Mehenna, pour Mabrouk Sabah, surtout pour Rojdi Fethi Moussaoui, pour Général Hassan. Je les hais, je les vomis. C'est parce que c'est eux qui prennent des décisions. Le pauvre soldat que je soutiens et qui a tout mon amour, tout mon respect, qui part dans les montagnes pour éteindre les feux de forêt avec une pelle, alors qu'ils ont 26
de dollars de budget, incapables d'acheter des Canadair et des avions pour éteindre le feu. J'ai du respect, j'ai de l'amour et j'ai mon propre respect pour ces soldats qui vont déneiger les routes de Tizi Ouzou, de l'Herbe du Front National avec des pelles, alors qu'ils ont 26 milliards de dollars et que Chengriha est incapable de leur fournir des déneigeuses. Je suis totalement solidaire avec les soldats algériens qui sont dans le sud par 50 degrés dans des campements à 200 km des frontières la bande du Sahel à protéger nos frontières alors ils ont des godasses trouées, ils ont des bandoliers complètement déchirés et ils ont un minimum de ravitaillement. Il y a une grande différence, comme l'a dit si bien M. Djibaili, que nous aimons notre armée, mais personnellement, et j'assume ce que je dis, j'ai une haine et un dégoût profond pour la junte militaire qui est au pouvoir. La France a 400 milliards d'euros de budget pour l'armée. On n'a jamais vu des généraux traîner avec Emmanuel Macron matin, midi et soir. L'Allemagne a pas moins de 450 milliards d'euros de budget pour son armée. On n'a pas vu le chancelier allemand matin, midi et soir avec les généraux. Les États-Unis, ils ont plus de 1200 milliards de budget pour leur armée. On ne voit jamais les généraux avec Donald Trump. Nous, en Algérie, on a le couple Saïd Chengriha et Abdelmajid Tebboune, comme le dit le proverbe algérien, Aïcha ou Bando. Où on voit Tebboune, on voit Chengriha. Où on voit Tebboune, on voit Chengriha. Et les résultats sont là. Parce que la mentalité d'un militaire, il est dictateur, il donne des ordres, il n'a pas l'habitude de la discussion, il n'a pas le sens de la diplomatie. Et c'est pour cette raison que l'Algérie aujourd'hui a échoué à tous les niveaux, parce que les décisions stratégiques sont prises par l'armée, la diplomatie extérieure est décidée par l'armée, elle n'est pas apte à la discussion, elle n'est pas apte à l'avis contraire. Pour eux, ils doivent donner un ordre et cet ordre doit être respecté même en violation des lois. En économie, les parlementaires, ils vont voter la loi de finances 2026. Il n'y a pas moins de 50% du budget, on est, comme on dit, donc dans l'insuffisance, un déficit de 50%. Jamais de la vie, l'Algérie a accumulé 50% de déficit dans son PIB, sur son PIB. Donc, on a une dette intérieure qui est énormissime, qui va nous obliger à s'endetter extérieurement. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Sidiès Djibaili, on a l'économie, elle est maîtrisée par qui? Par les généraux. On a les généraux du fer, du café, du sucre, des équipements, etc., etc. Et rappelons que l'histoire nous dit et nous montre que il n'y a pas moins de 55 généraux actuellement en prison, tous pour corruption et tous pour collaboration avec haute trahison. On n'a pas moins d'une centaine, voire 200 entre les généraux, les colonels, les lieutenants-colonels qui sont en prison pour la même accusation, pour le même délit, à savoir la corruption. Donc, de 1962 à aujourd'hui, l'armée a toujours utilisé la rente mémorielle pour essayer de gouverner à l'intérieur, a utilisé la rente mémorielle pour faire pression à l'extérieur et surtout garder la main mise sur les richesses du pétrole et du gaz et s'enrichir de manière de manière affreuse jusqu'à ce que en arabe ils disent athara al-fahish. Tellement ils se sont goinfrés avec l'argent public, ils ne savent plus quoi faire de cet argent, ils ne peuvent même pas le dépenser vu qu'ils ne sont pas éternels. Le cancer de l'Algérie, c'est les généraux. Le problème de l'Algérie, c'est les généraux et la gouvernance militaire dictatoriale qui a mené le pays à la ruine. Alors, Abou Helel, quid de ces appels justement de la revue El-Jish à la vigilance, à faire face aux menaces? Écoutons cet extrait.
L'édito souligne que la flamme de la liberté, entretenue depuis l'émir Abdelkader à travers les différentes résistances et soulèvements populaires, n'a jamais faibli. Les chouhada et tous ceux qui se sont battus pour la souveraineté ont offert un exemple d'unité et de résilience dont le peuple algérien continue de se nourrir. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, rappelle que la force et la fierté de l'Algérie reposent sur la vigilance des institutions et l'engagement du peuple, élément essentiel pour préserver la souveraineté, consolider l'État et faire face aux menaces et complots visant le pays. Cette vision illustre combien la cohésion nationale est un pilier indispensable pour construire une Algérie stable et forte. Lies Djibaïli. Alors, s'ils appellent donc à la cohésion nationale, l'Algérie est ciblée, les complots, les Moustahdafa, ce discours, il est là depuis Zalouane. Hein. Absolument, Hossein. En fait, c'est que l'armée, en fait, elle agit en tant qu'enquérant du pouvoir. C'est pas un catalyseur final. Elle veut la conquête du pouvoir. Depuis, on va pas remonter le cours de l'histoire, Hossein. C'est depuis le coup d'État du PRA, l'armée des frontières, et c'est ce moment-là où l'armée s'est installée de façon définitive, où l'aile militaire a pris l'ascendant sur tout. Donc elle agit en tant qu'enquérant du pouvoir. Elle veut le pouvoir, elle garde le pouvoir et elle ne veut pas lâcher le pouvoir et elle refuse toute alternative. Moi, je veux toujours qu'on parle. Quand je vois Julie comme ça, par respect, Chouhada, c'est normal. Je veux dire, on doit s'incliner. C'est normal parce qu'ils ont donné leur vie pour qu'on soit libre, pour que le pays soit indépendant. Mais il faut savoir aussi, nous ne sommes pas les seuls qui avons fait la révolution. Prenez le cas du Vietnam. Le Vietnam, il avait de grands généraux. Le général Giap, qui a donné une leçon de militaire à l'armée française. Et d'ailleurs, tous les militaires algériens dans les années 50, ils voyaient la guerre au Vietnam à partir de 54, c'était le moment de se lancer. Parce que si le Vietnam a pu conquérir, a pu aller vers une action militaire, quelque part aussi que nous, on avait cette possibilité d'y aller. Mais regardez après, deux pays, un pays qui se construit, qui a eu de grands généraux, une grande armée qui a mis fin à l'armée coloniale française et elle a donné une déroute à l'armée américaine, et maintenant c'est un pays démocratique qui est très riche, qui est très respectable dans le monde, qui a développé une économie forte, qui ne s'ingère pas dans les autres pays, qui n'est pas isolé diplomatiquement et qui c'est un État civil. D'où la Medenia, mais chez Askaria au sens noble du mot. Quant à l'armée algérienne, elle, c'est une conquête du pouvoir. C'est militaire. Quand on dit le Jazir Moustahdifa, mais tous les pays du monde Moustahdifi, tous les pays du monde, mais eux, ils arrivent à instrumentaliser l'armée. C'est un fonds de commerce permanent pour satisfaire la consommation intérieure. Parce que satisfaire la consommation extérieure, vous n'allez pas me dire que tous les rapports des chancelleries occidentales à Alger, quand ils sont remontés dans les capitales occidentales, ils vont leur montrer, mais j'ai de parler de ceci. Donc, tout le monde sait que l'armée, elle est dans une phase d'instrumentalisation outrancière pour garder le pouvoir, jouer sur la corde sensible de la cohésion. C'est quoi la cohésion entre le peuple et l'armée? Non, entre le peuple et l'armée, sûr, mais la cohésion aussi par la charte des libertés, par la démocratie, par l'ouverture des médias, par libérer les détenus et de ne pas emprisonner des gens pour un oui, pour un non. C'est ça l'Algérie, ce dont elle a besoin. Si on veut vraiment la cohésion et on veut éviter toute explosion sociale de notre pays, le pays doit s'ouvrir. Mais le pays doit s'ouvrir de façon démocratique. Mais smahli Hossein, même l'armée n'a jamais réussi. Moi, j'étais parmi les premiers, je vous promets. C'est pas pour dire que moi, non, loin de là, je vous prie de m'excuser. J'ai dit que la transition au Soudan ne va pas marcher, ne va pas fonctionner. Je me rappelle, on était dans des comités, ils m'ont dit,
Si ça marche au Soudan, ça va forcément marcher en Algérie. C'est-à-dire que dans la transition, avant de construire un État de démocratie, dans la phase de transition, il faut que l'armée doit assister. J'ai dit, si l'armée assiste durant la phase de transition, ça ne va pas fonctionner. Parce qu'eux, ils refusent ce qu'on appelle le rôle d'observateur. Ils veulent décider à tout moment. Regardez le Soudan. La preuve. Inch'Allah, on va pas se diriger dans ce scénario, mais l'armée algérienne, surtout les généraux, parce qu'il faut dire les généraux, certains généraux les plus puissants, les lobbies les plus puissants qui prennent le pouvoir en Algérie, ils sont en train d'instrumentaliser toute l'armée. Ils sont d'instrumentaliser celui, le chef rédacteur, il doit être instrumentalisé, on lui dit ce qu'il doit écrire. Mais elle revient à chaque fois. Lias Jubaili, quand la revue Le Djeish parle de cette participation massive à la campagne de reboisement justement du 25 octobre, certains se sont sentis même déçus, même ont trouvé ça un peu mesquin qu'une revue tombe vraiment à ce niveau. Mais El Djeish, avec tout le respect encore pour le nom El Djeish, avec tout le respect que je me dois à El Djeish. Mais au fait, c'est de la bassesse, je suis désolé. C'est comme ça. Ils veulent profiter, exploiter la moindre occasion qui se présente pour l'exploiter, pour cimenter. Ils sont partout. On a vu la phase de reboisement. C'était un simple habitant de Batna, Miskin, qui faisait ça juste pour reboiser sa ville. On a vu que toute l'armée, on a vu la gendarmerie, mais non, le reboisement, ça ne nécessite pas de l'armée. L'armée, elle intervient dans le cas des grandes intempéries de grande ampleur, des sirocos, des tremblements de terre, des séismes, des explosions volcaniques. L'armée, elle est dépêchée pour aider, pour porter assistance, parce qu'ils sont équipés avec des moyens et d'équipements militaires sophistiqués. Quoique je rejoins Monsieur Lafir Bouhelel, il vient de le dire justement. Vous savez, quand on a vu les incendies en Kabylie, mais vous voyez, les gens sont en train d'éteindre le feu avec des pelles, des soldats qui voulaient c'est-à-dire apporter assistance à cette région avec des simples pelles, alors que le budget militaire il entre 20, 23, 25, voire 27 milliards de dollars. Où sont ces Canadaires? Nous voyons toujours le militaire qui se présente à côté de l'ambassadeur, qui demande de façon vraiment burlesque à l'ambassadrice américaine ou du Canada s'il y a possibilité de commander des Canadaires. C'est ça. Au fait, c'est Zauba'a, c'est une pièce théâtrale, tout simplement, qui se fait toujours, qui se dresse au détriment du peuple. Merci Lias. Je reviens vers vous, Lias Jubaili. Rafiq Bouhelel. Bon, les Canadiens, donc, on a Lias. Rafiq Bouhelel, nous allons écouter Chingrih. إننا نحرص بالمقابل على أن يتجسد هذا الوعي بالتاريخ ويتحول إلى أفعال ميدانية تثبت بأن الجزائر التي انتصرت بالأمس وتحررت من الاستعمار البغيض وأفشلت مخطط ضرب الجمهورية بالإرهاب والتطرف العنيف ستبقى اليوم وغدا موحدة ومنتصرة على من يعاديها بفضل تمسكها وثباتها وإيمانها بنفس هذه القيم الوطنية والجمهورية. Rafiq Bouhelel, pourquoi on ne nous dit pas شكون هذول les ennemis? C'est qui? Les ennemis, c'est des ennemis fictifs. Parce que quand on voit les scandales de l'armée algérienne, et surtout, pas de l'armée algérienne, des décideurs de l'armée algérienne, comme Chenghriha et sa compagnie, déjà, quand Chenghriha parle, c'est une insulte à l'Algérie, aux Algériens. C'est une personne qui est vieille, qui porte des couches, qui est malade, qui n'est pas capable de tenir une phrase correcte, qui invente des choses, qui sont tellement sanguinaires dans leur façon de faire, dans leur passé, qui est trouble et rempli de squelettes dans des placards sombres,
excusez-moi de mettre ces phrases entre deux parenthèses. Pas de problème, pas de problème. C'est des phrases imagées entre parenthèses, il n'y a aucun souci. Quand on voit que l'armée nous présente qu'un terroriste s'est rendu à 2 reprises, une fois en 2018, une fois en 2025, ça veut dire l'armée fait peur au peuple algérien avec l'histoire du terrorisme. Quand Chengriha parle d'ennemis extérieurs, moi j'aimerais bien voir cet ennemi extérieur. Pourquoi il ne nous parle pas de ces enfants qui sont à Paris ou à Genève et à Londres qui profitent de l'argent public algérien? Pourquoi il ne nous parle pas de ces business et de ces phrases qui font la une des journaux étrangers? Où sont? Pourquoi ne pas nommer cet ennemi? Si moi j'ai un ennemi, moi mon ennemi c'est les généraux. L'ennemi de l'Algérie c'est les généraux. Je les nomme. Pourquoi ils ne sont pas capables de nommer cet ennemi? Pourquoi ils ne sont pas capables de combattre cet ennemi? Pourquoi ils ne sont pas capables de se protéger contre cet ennemi? Ils laissent planer le doute dans leur discours. L'Algérie, on est un pays qui produit le nucléaire? Non. On est un pays qui produit de la nanotechnologie? Non. On est un pays qui produit de l'armement? Non. On est un pays qui produit les voitures? Non. On est un pays qui produit les pneus? Non. On est un pays qui produit le lait, le sucre, les pommes de terre? Rien du tout. Soyons honnêtes et soyons réalistes. Regardons la vérité en face. L'Algérie n'est rien, n'a aucune production, n'a aucune économie, n'a aucune diplomatie. On ne peut pas comploter contre un pays qui n'a rien. Si demain l'Union européenne veut bloquer l'Algérie, il lui suffit d'arrêter les importations de l'étranger vers le bassin méditerranéen et les Algériens vont crever de faim. On importe le poulet du Brésil, on importe les moutons de la Roumanie, on importe les voitures de Chine, etc. On importe tout, on ne produit rien. Soyons honnêtes et réalistes. Qui menace la stabilité des pays? C'est la dictature militaire. Qui menace l'économie nationale? C'est la dictature militaire. Qui menace les institutions publiques et la justice? C'est l'armée, c'est les généraux. On a un problème. Notre problème, c'est la gouvernance par l'armée, la gouvernance par la force. Matin, midi et soir, chaque mercredi, il y a un terroriste qui se rend. On est devenu la visite de la planète. On n'est pas capable de protéger. Non, ils sont même pas capables de protéger leurs propres intérêts. Et on passe pour des amateurs. L'Algérie, surtout depuis 2019 à 2026, sous la coupe de Saïd Chengriha et Abdelmadjid Tebboune, qui est un président totalement effacé, on n'a jamais connu un niveau de chute de toutes les institutions, de l'image de l'Algérie à l'international, de l'image de l'Algérie au niveau national. On est revenu 40 ans en arrière à croire qu'on est sous embargo, incapable de trouver des solutions. Car notre problème est la corruption, notre problème est la mauvaise gouvernance, notre problème c'est la captation des richesses par une caste au pouvoir composée essentiellement de généraux les plus influents et leur façade civile, et le peuple algérien meurt dans des égouts, meurt dans les hôpitaux, même pas dans les hôpitaux, meurt dans les escaliers des hôpitaux. Aujourd'hui, on doit faire des appels aux dons pour envoyer les gens se faire soigner à l'étranger parce que on n'a pas d'institution médicale, on n'a pas d'institution judiciaire. Quand les citoyens algériens sont obligés de faire des lives Facebook pour raconter leur calvaire de torture et de maltraitance parce que un tel a instruit avec le téléphone rouge les juges et les services de sécurité, là on est arrivé vraiment on touche le fond et on est devenu non pas un pays mais on est devenu une jungle où le plus fort mange le plus faible. Merci. Restez avec nous, Al-Rafiq Boualem. Je rappelle encore une fois que toute personne citée, physique ou morale d'ailleurs, dans les émissions ici où se sentait ciblés, donc ils ont le droit de réponse. La chaîne donne le droit de réponse à tout le monde. Voilà. Lies Djibaili. On va finir sur cette information qui est en train de
d'envahir les réseaux sociaux. Cette lettre, ce président allemand donc, qui demande à Tebboune de gracier Boualem Sansal. À mon avis, vous savez, les relations sont excellentes. On va pas dire excellentes. Allez, soyons un peu sobres. Sont très bonnes entre l'Allemagne et l'Algérie. Et l'Allemagne, elle a toujours soutenu sur le plan industriel l'Algérie avec ses industries, parce que l'Allemagne, c'est le seul pays au monde qui a aidé l'Algérie avec un transfert de technologie. Même s'il est minimal, en tout cas, il faut rendre hommage aussi à cette Allemagne. Quand je dis l'Allemagne, hein, que ce soit l'Allemagne de l'Ouest ou l'Est, on avait de très bonnes relations. Maintenant, c'est le timing, moi, qui me... Vous savez très bien, on est à la veille du départ du ministre de l'Intérieur Nunez à Alger. D'ailleurs, il a déclaré. Il y a aussi une probable rendez-vous, un tête-à-tête entre Macron et Tebboune dans le G20. Et cette Allemagne, comme ça, qui sort du chapeau, hein, comme une fumée, c'est le président qui, à titre honorifique, qui n'est pas décisionnaire en Allemagne, hein, mais c'est un président aussi, mais qui a moins de prérogatives, qui demande à M. Tebboune de libérer Boualem Sansal. De faire un geste humanitaire. Oui, de faire un geste humanitaire. À mon avis, c'est une occasion. Moi, j'ai toujours dit que je condamne les propos de Boualem Sansal. Ces propos doivent être aussi débattus dans un cadre de débat, parce que la démocratie admet cette divergence et cette contradiction, même si on n'est pas d'accord. Moi, j'étais toujours contre l'emprisonnement, même si vraiment il a fauté, pas fauté. Il a 80 ans, il est malade, et ça ternit notre image aussi quelque part. On ne doit pas mettre en prison un écrivain ou un homme de lettres, qu'on le veuille ou non, même s'il est seul contre les 44 millions d'Algériens. C'est ça la démocratie. Elias Jbeili, certains, justement, sur les réseaux sociaux, certains Algériens, opposants, etc., observateurs, Rafiq Bouhlel, se demandent justement... Oui, Elias. Oui, justement, c'est une occasion. C'est une occasion qui est permise au pouvoir algérien Tebboune de libérer Boualem Sansal. Ça doit être, à mon avis, une entente un peu officieuse ou des recommandations entre Tebboune, Macron et le président allemand. Donc, c'est-à-dire, je pense, histoire de donner l'occasion à Tebboune de libérer Boualem Sansal pour la consommation intérieure, pour dire, regardez, je libère, c'est pas la France qui me l'a demandé, c'est pas Macron qui me l'a imposé, c'est pas la puissance coloniale qui me l'a demandé, c'est l'Allemagne. L'Allemagne est un pays neutre, nous avons de très bonnes relations, je cède à l'Allemagne parce que c'est un geste humain. À la fois, c'est une porte de sortie pour le régime, c'est une porte de sortie pour l'Algérie, c'est aussi pour sortir un peu l'Algérie de son isolement et aussi pour faire repartir les relations franco-algériennes sans dégâts, et aussi pour que la réunion dans le G20 entre Tebboune et Macron se fera dans de très bonnes conditions, à la clé la libération anticipée de Boualem Sansal. Merci. Rafiq Bouhlel, même sur ce plan, Rafiq Bouhlel, les Algériens avancent d'autres raisonnements. C'est qu'il y a aujourd'hui dans les prisons algériennes des vieux, des personnes âgées, des personnes malades, beaucoup. Mais est-ce qu'on va les libérer ou pas? Pourquoi ne pas les libérer si on libère Sansal pour cette raison? Alors, je l'ai toujours dit et je l'ai assumé fort malgré les menaces que j'ai reçues, les insultes que j'ai reçues. Toute ma solidarité à Boualem Sansal et à sa famille. Un écrivain n'a pas sa place en prison, mais sur un plateau de télé pour débattre de ses idées et avoir en face de lui des détracteurs pour le contredire et apporter une réponse contraire à ce qu'il affirme. Un écrivain, quelle que soit sa place, ne doit pas être en prison. Ça, je l'ai toujours dit, je l'assume aujourd'hui, comme je l'ai toujours assumé, malgré les nombreuses critiques que j'ai reçues. Maintenant, il faut voir que la libération de Boualem Sansal, c'est une très bonne chose, mais on a des centaines de prisonniers d'opinion et de détenus d'opinion. Quel sera leur sort?
Et il y a une chose qui est très importante que je dois soulever, c'est que Boualem Sansal est un citoyen franco-algérien. Quand la France a réclamé, a demandé gentiment à travers le président Emmanuel Macron sa libération, Abdelmajid Tebboune a dit, et sa presse et son entourage, non à l'ingérence étrangère. Et là, comme par hasard, quand c'est le chancelier allemand, alors que Boualem Sansal n'est pas allemand, que je sache. Boualem Sansal n'a pas vécu en Allemagne. Donc, quand ça vient d'un président étranger, là, toute la presse algérienne a repris la nouvelle et il prépare l'opinion publique pour une éventuelle grâce. Si la grâce doit se faire, elle ne doit pas se faire à la demande d'un président allemand parce que, vu que la presse algérienne a attaqué violemment la France en l'accusant de s'immiscer dans les affaires de la justice algérienne, pourquoi elle ne fait pas pareil avec la demande du chancelier allemand? Et si on relâche Boualem Sansal, et on doit le relâcher, quel est le sort de Tadjadid? Quel est le sort de Abla Qamari? Quel est le sort de Fethi Ghras qui a été condamné? Quel est le sort des centaines de jeunes, des femmes et des hommes et des vieux qui sont emprisonnés dans les geôles du pouvoir algérien? La libération de Boualem Sansal était une très bonne nouvelle. La façon pour sa libération est très problématique parce que ça va causer des réels déchirements au sein de la société algérienne et au sein du pouvoir. Parce que cette demande, elle émane d'un président étranger, à savoir celui de l'Allemagne. Même si on a de très bonnes relations, le problème ne se pose pas. Mais il n'a aucun rapport avec Boualem Sansal. Alors, pourquoi le président algérien accepte de libérer Boualem Sansal à la demande du chancelier allemand et non pas à la demande du président Macron qui a été très diplomate et qui a demandé un geste humanitaire à l'encontre pour Boualem Sansal vu son âge et vu sa maladie. Mais quel que soit X, pour ma part, je vais être heureux pour Boualem Sansal qu'il soit libéré et je demande et je réclame la libération de l'intégralité des détenus d'opinion comme un geste d'apaisement avec le peuple algérien pour essayer d'aller un peu plus de l'avant. Et je profite de cette émission parce qu'on est très écouté en Algérie. Je m'adresse directement au président de la République et aux décideurs. Il faut relâcher tous les détenus d'opinion, sans exception, arrêter la persécution, ouvrir le champ de la médiation, ouvrir les champs de la critique et de l'avis et un avis contraire. Ce n'est pas en emprisonnant toute l'Algérie que vous allez domestiquer un peuple algérien qui est libre et indépendant et qui a les gènes des combattants du 1er novembre. Vous qui passez votre temps à dire et à nous parler de rente mémorielle, vous devez, Abdelmajid Tebboune, Saïd Chengueriha, libérer l'intégralité des prisonniers d'opinion algériens et Boualem Sansal et Christophe Glaise, parce que l'Algérie aujourd'hui, elle est isolée au niveau international et on doit, même si je suis critique envers ce pouvoir, je dois penser à l'intérêt suprême, à savoir l'intérêt de l'Algérie, et l'intérêt de l'Algérie passe par un apaisement. Merci رفيق بوهدل يعطيك الصحة. Merci الياس جبايلي تنمير. Merci à vous toutes et à tous. قيمة ديالنا à demain.